Bonjour à tous, bonjour Paul Gara. Salut Rémi. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Oui. Nouvelle émission. Nouvelle année, nouveau format. Exactement, le nouveau format dont on vous parlait le mois dernier. Dans cette vidéo, on va parler des jeux qui ont reçu des prix. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Enfin, en tout cas, on va commencer par... Ouais, il y a un peu longtemps. Il y a un peu longtemps. Un petit peu. Il y a 17 Et donc, ans. exactement. Donc des jeux qui ont reçu des prix, mais également ceux qui étaient nommés la même année. Et on a choisi de parler de 3 prix distincts. Le Spiel des Jahres, évidemment, qui est un peu la référence dans les prix internationaux. Voilà. L'As d'or, qui est un indispensable parce que nous sommes français. Qu'est-ce que c'est étonnant. Et enfin, parce qu'on avait envie d'une vision d'un autre marché, le Dice Tower Games Award, qui est un prix américain. Et voilà. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. 3 prix qui permettent en fait d'avoir des visions un petit peu différentes, même si on pourrait penser que l'As d'or et le Spiel ça se ressemble, mais pas forcément. Non, et c'est pas les mêmes jurys en fait. Exactement. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est là où j'allais pointer la grosse différence, et ce qui fait qu'il y a une différence aussi de point de vue, c'est que dans le Spiel des Jahres, c'est un jury de journalistes qui s'occupe de nommer les jeux. Et ensuite d'attribuer le prix. Et d'ailleurs, il est appelé prix de la critique. Il a le sous-titre prix de la critique. Critiker Prize. Ouais, exactement. Tout à fait. Et il a quand même plus de 45 ans d'existence, puisque le prix a été créé en 78 et le premier jeu, meilleure année du monde bien sûr, et le premier jeu récompensé l'a été en 79. Et c'était Le Lièvre et la Tortue de David Parlett, me semble-t-il. Parfait. Et donc, ce prix prend en compte les jeux allemands et étrangers publiés en Allemagne durant les 12 mois précédents. Très important ça publier en Allemagne, parce que parfois il y a des jeux d'autres pays qui vont arriver peut-être 2 ans plus tard. Alors tout le monde dit mais en fait il est sorti depuis longtemps, mais non, en fait il n'était pas sorti sur le marché allemand. Voilà. Et donc on va voir effectivement, alors dans cette première vidéo on le verra pas, mais il est possible qu'on retrouve des nouveaux jeux, enfin des jeux qui ont déjà été cités dans d'autres vidéos, dans les suivantes. Et donc, au Spiel, ils évaluent les jeux sur l'originalité de l'idée, sur les règles et la jouabilité, sur la présentation, sont inclus là-dedans le graphisme et le matériel, et enfin sur les mécaniques du jeu. C'est effectivement le prix le plus reconnu parce que probablement le plus ancien, ou un des plus anciens. Je ne connais pas tous les prix qu'il y a dans le monde, et il a aujourd'hui un certain poids dans la communauté, aussi bien dans la communauté professionnelle du monde du jeu que auprès du grand public. Et puis le public allemand, parce que c'est quand même un prix, si on parle juste du Spiel, et parce qu'il y a des déclinaisons enfants, Kennerspiel, etc. Même si le prix a évolué, aujourd'hui il y a 3 prix, ça n'a pas été exactement non, tous ces prix-là ont évolué, bien sûr. Et il est quand même destiné a priori en premier lieu au marché allemand, qui n'est pas un marché exactement identique au marché grand public français en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, et encore moins au marché international en fait. Et c'est là où c'est étonnant, c'est que c'est le plus reconnu et en même temps c'est pas forcément celui qui s'adresse au plus grand nombre. Non, non. Mais c'est quand même lui qui garde le plus grand retentissement. Tout à fait. Je pense dans la communauté des joueurs et joueuses. Quant à l'As d'or, donc initialement c'était également c'est une fusion de 2 prix en fait. Alors c'est une fusion de 2 prix, puisque on dit As d'or pour simplifier, mais il s'appelle As d'or jeu de l'année. Initialement le jury était composé de journalistes, il est maintenant composé d'acteurs divers et reconnus du monde du jeu. Donc il y a aussi bien du blogueur que du ludicaire, que du ludothécaire, que des personnes, un ou 2 représentants des cafés ludiques, etc. Exactement. C'est une composition plus paritaire. Et ouais, tout à fait. Et ce prix récompense les meilleurs jeux de société édités et distribués sur le marché français au cours des 15 derniers mois.
C'est un prix, alors ils appellent ça un label, ils souhaitent que ça devienne un label en fait, et c'est un label qui a pour mission, ils se sont donné pour mission d'attirer l'attention du public sur la diversité de la création ludique et de du coup récompenser des jeux dotés d'un grand pouvoir de séduction. Je cite ce qui est dit sur je cite ce qui est dit sur le site de l'Asdor. Donc, grand pouvoir de séduction capable de procurer un plaisir de jeu réel et de donner envie de rejouer. J'arrête, allez, je suis sage. Et de donner envie de rejouer tant aux joueurs occasionnels que réguliers. Voilà. La qualité des matériaux, le bon fonctionnement des mécanismes, la lisibilité des règles, l'esthétique du jeu, la créativité des auteurs dont ils soutiennent la reconnaissance et l'identification claire sur les boîtes de jeu et la thématique doivent stimuler l'imaginaire du joueur et contribuer à faire du jeu un véritable objet culturel qui enrichit le patrimoine. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis 2 ans, le jury de l'Asdor explique les choix de sa sélection. Ce qui n'était pas le cas précédemment, ce qu'a toujours fait depuis longtemps le jury du Spiel. Ils expliquent en fait leur choix, pourquoi ils ont sélectionné par exemple, pourquoi Dorf Romantique par exemple, alors que c'est un jeu de pose de tuiles et qu'a priori la pose de tuiles en soi c'est pas une nouveauté. Voilà. Ils avaient bien expliqué pourquoi ils avaient choisi ce prix, pourquoi ils avaient choisi ce jeu, pourquoi ils sélectionnent, etc. Donc il y a vraiment il y a toujours une pédagogie qui est faite et on voit qu'on va de plus en plus vers cette pédagogie. Pour expliquer les choix et en quoi ces choix convergent vers l'objectif fixé qu'ils se sont fixés. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que comme c'est des prix qui s'adressent au grand public, il ne faut pas oublier quels sont leurs objectifs en fait à chacun de ces prix et que les sélections sont faites en rapport avec ça. Bien sûr. C'est pas pour faire plaisir aux joueurs de la communauté. C'est ce qu'on disait dans un podcast avec Michel Dufresne. En fait, ces prix ne sont pas destinés à des gens qui jouent beaucoup et qui font tous les festivals et qui font tous les jeux. Parce que de toute façon, les jeux qui seront dans les sélections, ils y auront joué, ils les connaîtront déjà et ils se seront fait un avis déjà sur ces jeux. C'est plus effectivement, comme tu le dis, destiné en tout cas notamment pour le prix phare, à chaque fois le Spiel des Jahres et l'Asdor, jeu de l'année. C'est vraiment destiné beaucoup plus à un public qui n'est pas le public de joueurs habitués. Tout à fait. Et enfin, donc le 3e prix qui est le prix américain, c'est le Dice Tower Game Awards qui lui est donc composé le jury est composé de blogueurs, podcasteurs, américains, influenceurs. Qui gravitent autour de Dice Tower, qui est une chaîne YouTube, une des, si ce n'est la chaîne YouTube qui parle de jeux de société. Avec une personne très emblématique qui est Tom Vasel, qui est, je pense, un énorme point en fait dans le paysage ludique américain. Oui, tout à fait. Et qui quand même fait un truc ouf, parce que si on faisait ça en France, je n'ose pas imaginer, ils jettent parfois des jeux à la poubelle quand c'est vraiment pas bien. J'avoue que parfois j'aimerais faire ça aussi. Voilà, et donc là ils font une sélection. Alors c'est un peu plus difficile de trouver de l'info et j'ai essayé de contacter Tom, mais je n'ai pas eu de réponse. Sûrement très occupé. Réponds au mail de Rémi s'il te plaît, et plus vite que ça. Sûrement un homme très occupé. Et donc voilà, ils couvrent quand même chacun leur marché. Mais de fait, ça va être beaucoup plus des prix destinés là pour le coup aux joueurs et joueuses chevronnés. Tout à fait. On va le voir dans les sélectionnés. Bien qu'il a énormément de catégories également au Dice Tower, il y a vraiment beaucoup de catégories. Oui. Ils ont une catégorie uniquement dédiée aux illustrations par exemple. Mais c'est bien, ça me permet de rebondir et de passer à la suite de ce que je voulais dire, puisque chacun de ces prix a donc plusieurs catégories et là on ne parle dans nos vidéos, nous ne parlerons que de la catégorie phare entre guillemets, donc le Spiel des Jahres, l'Asdor jeu de l'année et le Dice Tower Game of the Year. Voilà pour la présentation de ces 3 prix. Et donc nous avons choisi l'année 2008. Oui. Pourquoi 2008 ? Parce que la genèse en fait est très simple. Les Dice Tower Games Awards ont commencé en 2007. Voilà. En regardant la liste des jeux de 2007, on n'avait pas joué à beaucoup trop de jeux. Et il était difficile d'accéder à tous. Quand on regardait, il y avait beaucoup de redites aussi. Donc on s'était dit que c'était plus pertinent de commencer sur 2008. Voilà.
Et donc nous commençons avec 2008. En 2008, nous avons... alors, par quoi veux-tu commencer ? Est-ce que tu veux commencer par le Spiel des Jahres, par le L'As d'or ? Ouais, commençons par le Spiel des Jahres. Allez, commençons par le Spiel. En 2008, le vainqueur du Spiel, c'est Keltis. Oui. Keltis, c'est la version multijoueur, si on peut dire, des Cités perdues. Exactement, de Rainer Knizia. Qui doit dater de 2002, lui. Les Cités perdues, c'est possible. Je dirais 2002 de tête. Et donc... 2005, enfin dans ces eaux-là. Keltis, alors l'idée aussi de la vidéo, c'est de voir un peu où sont ces jeux. Est-ce qu'on y joue encore beaucoup ? Exactement. Parce que qu'est-ce qui leur est arrivé ? C'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeux qui, au moment où ils sortent, suscitent un enthousiasme incroyable. Au point de gagner des prix. Et puis quand 10, 15, 20 ans, 30 ans plus tard, on regarde où on en est, en fait, parfois, ces jeux ont complètement disparu des radars. Ils ne sont même plus connus des nouveaux joueurs et joueuses. Et d'autres jeux de la même époque qui, eux, n'ont pas gagné, ont une postérité beaucoup plus grande. Tout à fait. Et on peut faire ça avec les Palmes d'Or de cinéma. Voilà. Oui. Et je crois que c'est un peu l'idée, que ça nous est un peu venu avec l'idée, parce qu'on regardait des films qui avaient été, où les critiques étaient enthousiastes à leur sortie, qu'on complètement, on sait même plus ce que c'est. Ouais, tout à fait. Et c'est un peu comme ça aussi qu'est née l'idée. La création de... Oui, et je pense que Keltis, ça va être un bon exemple. Et c'est le premier, et effectivement un très bon exemple, parce qu'en fait, je pense que les Cités perdues, pour le coup, est bien plus resté dans le paysage ludique que Keltis. Pour une raison très simple, Keltis n'est plus édité. Voilà. Première étape. Déjà, commençons par là. Donc forcément, il n'est plus accessible aux acheteurs, sauf via l'occasion, alors que les Cités perdues existent encore et continuent à être distribuées et à être vendues. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques années est sorti une version qui s'appelait Les Cités perdues, le jeu de plateau, qui était un multijoueur, mais qui n'était pas Keltis du coup. Et qui a priori, en plus, était moins bien. Que Keltis, semble-t-il. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Keltis, pour dire, on a quand même joué. Moi, je n'y avais pas joué avant qu'on en parle. Moi non plus. Et on y a joué ensemble. Et objectivement, c'est bien. Il n'y a aucun doute sur le pourquoi il a gagné un prix. Voilà. Ça fonctionne très bien. Et on retrouve effectivement le feeling des Cités perdues. Complètement, ouais. Mais je pense que ce qui fait la différence... Je trouve que les Cités perdues restent meilleures parce que c'est beaucoup plus épuré, en fait. Voilà. C'est juste ça qui fait la différence. Ouais, complètement. Et du coup, voilà, c'est le premier exemple de jeux qui ont eu un prix, qui sont très bons, mais qui ont totalement disparu. Bah oui, plus édité comme tu l'as dit. Voilà. Alors en tout cas en France, peut-être en Allemagne, je sais pas, mais je suis même pas sûre. Là, je ne saurais pas le dire. Dans les jeux nommés, il y a plein de trucs improbables. Je pense notamment à Blocks de Jürgen Grunau et Wolfgang Kramer et Hans Ragan. Donc, alors Wolfgang Kramer, on va retrouver son nom régulièrement. Exactement. Alors Blocks, c'est un jeu auquel nous n'avons pas joué parce qu'on a été incapable d'en trouver une version quelque part. Et moi, je n'y avais pas joué non plus. Et du coup, c'est un jeu qui a aussi totalement disparu des radars, en France en tout cas. Dans les autres nommés, nous avons L'Âge de Pierre, que nous retrouverons dans d'autres prix de cette sélection. Alors, je pense que L'Âge de Pierre, pour le coup, il est assez connu. Oui, de Bert Brunhofer. Oui, qui est en fait auteur de Saint-Pétersbourg. Oui. Et je pense que d'ailleurs, il faisait des jeux avec un pseudo. Il paraît, oui. Michael Turnenhofer, j'arrive jamais à le dire parce que je suis restée sur le vrai nom. Et donc, il y avait tout ça parce que parfois, il est crédité le nom de l'auteur et pas et ça dépend et n'est pas toujours le même, quoi. Ouais. L'Âge de Pierre, qui est un jeu de placement d'ouvriers. Et qui, lui, est encore distribué. Donc, tu veux qu'on en parle maintenant, on en parle après ? On en parlera... Est-ce qu'on en parle après ? Non, on peut en parler maintenant. Ouais, donc souvent il est considéré même comme un... Alors c'est pas le premier placement d'ouvrier, on rappelle que le premier placement d'ouvrier c'est un jeu de 99 qui s'appelle Bus, qui avait la mécanique du placement d'ouvrier, que la première itération, mais celui qui l'a popularisé c'est Keylus, et puis ensuite surtout il y a Agricola dont on parlera après. Souvent L'Âge de Pierre il est décrit comme étant un très bon premier jeu de placement d'ouvrier. Je ne partage pas ce point de vue, parce qu'en fait je pense qu'il n'a pas du tout... il a des caractéristiques très particulières pour un jeu à l'allemande. Puisqu'en fait, on va se placer effectivement pour collecter des ressources, mais ensuite on va collecter en jetant les dés. Et c'est très différent de ce qu'on retrouve dans les jeux à l'allemande, où en général on jette les dés et ensuite on prend ses décisions. Je vous renvoie à l'excellente chronique de Christian Lemay sur
qu'est-ce qu'un jeu allemand, qu'est-ce qu'un jeu à l'américaine. Et dans l'âge de pierre, il y a ça qui peut être très violent, surtout, notamment quand on fait que des 1, tu vois. Petite expérience perso. Parce on y avait déjà joué, mais on y a rejoué ensemble. Oui. Et puis, il y a beaucoup de mise en scène aussi dans le jeu. Il a des qualités. Hein. Il a ce côté très violent des dés qui donne des moments très forts en termes de sensations et d'émotions en cours de partie. Il a une mise en scène qui est assez cool. Notamment la hutte où on doit mettre 2 bonhommes pour faire des enfants. Ce qui est un peu mieux que dans Agricola où il y a une sorte de génération spontanée. Ensuite, la seule la critique que je fais, c'est que ce qu'on fait après est très répétitif dans le jeu pour le coup. C'est un peu répétitif, voilà. Mais il a quand même des qualités. Ça marche bien, il a des belles qualités et surtout, je trouve que il a encore des mécaniques qui n'ont pas été vraiment reprises et qui du coup font qu'il est encore jouable aujourd'hui. Il a encore ce petit côté je l'ai pas vu ailleurs. En fait, c'est un banal placement d'ouvrier, si ce n'est que tu as ce côté des dés qui est assez fou. C'est ça. Et qui moi je pense que pour des personnes qui n'auront jamais joué à un jeu comme ça peut être très très violent. Donc c'est pour ça que je le conseillerais pas comme première entrée dans le placement d'ouvrier. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Le suivant nommé au Spiel, c'est Marrakech. Oui, Marrakech de Dominique Erhardt. On en reparlera plus tard. Ouais. Ensuite, nous avons Witch's Brew de Andreas Pelikan. Dont le titre français, c'est Truc maudit. Le Ballet des sorcières, non, c'est pas ça ? En fait, ce jeu-là, il a été, il a eu une sorte de seconde version. Toujours du même auteur, plus comment il s'appelle ? C'est Broom Service. Alexander Pfister. Ouais. Oui, c'est ça. Et il a eu une sorte de V2 qui, elle aussi, a gagné. Sorti en 2015, et Broom qui, me semble, a gagné le Kennerspiel en 2015. Enfin, a gagné le Kennerspiel. J'en suis sûr. Je suis en train de regarder. Hop. Je ne mettrai pas ma tête à couper, ni ma main, mais. Eh bien, je ne le vois pas. Je ne vois pas les infos. Mais c'est pas grave. Je l'avais noté quelque part. Tout à fait. Kennerspiel 2015. Voilà. Tu l'avais noté. Ouais. C'est pour ça que je le disais sans trop de doute. Mais ouais. Et moi, je n'ai pas. J'ai joué à Broom Service, mais je n'ai pas joué à la version. La version originale. Ouais. Ok. Et enfin, un Special Award qui a été donné for Complex Game pour Agricola de Uwe Rosenberg, dont on reparlera aussi, un je jeu crois. Extraordinaire. Si je dis pas de bêtises, nous en reparlerons également. Voilà, on a fait le tour du Spiel. On voit que donc Agricola est toujours dispo. Broom Service peut-être. Alors, Broom Service, mais c'est 2015. Mais c'est 2015, mais le jeu original... Non, mais je pense que s'il a été réimplémenté dans Broom Service, le jeu original n'existe plus. Marrakech est toujours là, on y reviendra. L'âge de pierre est toujours là, Blox n'est plus là et Keltis, le gagnant, n'est plus là. On l'a dit. On passe à l'As d'or ? Oui, allons-y. Allez. Et donc, l'As d'or, nous avons un vainqueur qui est Marrakech. Marrakech, je te laisse en parler, tu veux ? Bon, c'est un jeu, souvent on peut dire, c'est le Monopoly, mais bien. Mais non, mais alors. Je l'aurais pas vu pourquoi comme ça. Si, parce qu'il y a un petit feeling, puisque quand tu passes sur les tapis des autres, tu gagnes. En fait, tu as ce petit côté où tu te déplaces. Donc, c'est un jeu avec un matériel qui est un peu fou parce que c'est des petites pièces de tapis qu'on va placer les unes sur les autres. On va faire se déplacer un petit personnage. Et effectivement, en fonction de là où on passe, on va donner de l'argent aux autres. C'est pas là où on s'arrête ? C'est là où on s'arrête, pardon, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un peu... Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui est assez similaire au Monopoly. C'est un peu provoque. Hein. Ouais, je sais bien. Le reste, on est plutôt sur de la création de patchwork, en fait. De motifs. De motifs. L'idée, c'est de faire la plus grande zone possible. La plus grande zone possible de tapis de sa couleur. De tapis de sa couleur, exactement. C'est un jeu qui est servi par un matériel. Enfin, moi, en général, le matériel fait pas le jeu. Mais là, dans le cas précis, c'est vrai que les petits tapis il y a un petit apport parce que ça donne beaucoup plus de. Le jeu est presque un peu abstrait quand tu réfléchis. Ça pourrait être. Enfin, voilà. Mais le fait d'avoir mis cet aspect matériel donne
donne du corps au jeu en fait. Oui. Et lui donne, ça sous-tend en fait ce que tu fais dans le jeu. Oui. Quoi. Et ça, je trouve ça assez réussi. C'est vrai qu'ils auraient pu le faire avec des cartes, avec des petites cartes, Ouais, mais et ça aurait pas eu la même pas eu le saveur. même, ouais. Et le fait d'avoir des petits tapis en tissu, en vrai tissu, c'est assez cool et ça fonctionne. Enfin, ça donne du corps au jeu. Et t'as la petite satisfaction du motif terminé. Enfin, t'as ce genre de petite gratification. Donc non, c'est un super jeu en fait, voilà. vraiment. Et donc Marrakech est encore édité. Oui. Il est même Gigamic, tellement encore édité qu'ils ont rafraîchi un peu le design. Je crois que la nouvelle version est illustrée par Marie Cardois. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Et oui, édité chez Gigamic, tout à fait. Concernant les nommés, nous avons un jeu qui s'appelle Exit de Vincent Everhart. Oui, alors c'est pas le Exit. Alors non, c'est avec 2 X et on n'a il pas joué, était édité par Jacques Taléa. Non, nous n'avons pas joué et nous aurions dû parce qu'il était possible d'y jouer mais en ligne. En fait, il y a une espèce de... Non, mais il y a une... Alors c'est une version qui a été développée. Alors je sais pas si c'est par l'auteur ou par des amateurs du jeu, mais il y a une version qui a été déclinée en ligne parce que le jeu n'est plus du tout dispo. Et alors on avait fait un appel et vous imaginez le carnet d'adresses de chacun, mais personne ne l'avait autour de nous. Et donc, voilà, un peu compliqué. Dans les nommés, nous avons également Quiproquo de Claude Weber, édité par Cocktail Games, qui est un excellent jeu, qui est un jeu dans lequel on va tenter... faire deviner des mots. Exactement, à l'aide d'éléments matériels à base de petits bouts de bois, de 2 tailles différentes, et de perles. Non, je trouve que ça s'appelle des billes plates. M'a-t-on dit. Oui, alors voilà, des billes plates de 2 couleurs différentes. Il y a les bleus et les rouges. Hein, c'est ça. Et la particularité, c'est qu'en fait, on est 2 à construire l'élément pour faire deviner. Voilà, le motif qui devrait faire permettre de... Et donc, c'est ça qui rend... C'est génial. Oui, ça, parce qu'on ça fait donne des tout choses et c'est catastrophique. Exactement. Et il faudrait parce se coordonner. qu'évidemment, on ne se concerte pas. On n'a pas le droit de se concerter. Et donc, on va construire un truc. Si l'autre n'est pas en phase avec nous, ça devient vite très compliqué. Parce qu'on est limité en plus dans le nombre d'objets qu'on peut utiliser pour construire. C'est un peu... alors, il en existait peut-être avant, mais c'est un peu l'ancêtre de tous ces jeux de déduction à la Inkit, à la Concept, à la... où on va faire deviner des choses de façon très minimaliste, exactement, en fait. Et on en avait parlé parce que quand on a joué ensemble, du coup, on s'est dit que par rapport à Inkit, qu'on avait beaucoup apprécié tous les deux, on voyait bien l'affiliation. Et le fait d'utiliser un matériel, une façon de représenter parce qu'on va pas dessiner comme dans un esquissé, donc on a beaucoup moins de liberté sur ce qu'on va pouvoir représenter. Le fait que ce soit comme ça très stylisé, très minimaliste, ça donne ce caractère très poétique à la réalisation. Tout à fait. Parce que on va être plus dans la suggestion que dans la représentation pure. Donc il faut arriver à trouver ce qui va faire sens pour les autres. Et qui va faire appel plutôt à de l'imaginaire plus qu'à une représentation fidèle, quoi. Tout à fait. Et donc voilà, là aussi on s'est dit ok, on comprend pourquoi c'est nommé. Et c'est très dommage que ce ne soit plus édité parce que je pense que ça mériterait complètement d'être aujourd'hui sur des étals de boutique. Donc Cocktail Games, si vous nous entendez, n'hésitez pas à le ressortir. Nous avons ensuite Les Pêcheurs de Trésors de Rainer Knizia qui était édité par Schmitt. Jeu auquel nous n'avons pas pu jouer parce que pareil, introuvable. Il n'a pas été réédité du tout. Alors ça ne me dit rien. Sur BGG, je n'avais rien trouvé de ce type-là. Est-ce qu'il est indiqué comme réimplémenté par quelque chose ? Pas du tout. Non. Donc, non, j'ai pas de... Alors, après, BGG ne sait pas tout, probablement, mais quand même, c'est une assez bonne base. Non, en principe, mais je regarde, je sais pas pourquoi j'ai... Non, pas de... Pas d'autres noms. Donc, on pourra pas en parler beaucoup plus, mais en l'occurrence, c'est un jeu qui a totalement disparu aujourd'hui. La boîte est pas très jolie.
Alors la boîte était pas très jolie, mais c'est pareil, c'est les photos de la version américaine. Est-ce que c'est les mêmes illustrations? Non, je ne sais pas. Mais non, mais c'est vrai que c'est un jeu même dans la ludographie de Rainer Knizia, c'est pas un jeu qui est passé, tu vois, dans les premiers jeux qui nous viennent à l'esprit. Bon, il en a fait beaucoup, mais c'est pas celui qui c'est pas le premier jeu auquel on pense quand on pense à Rainer Knizia. Tout à fait. Et donc on passe au suivant, qui lui est un jeu franco-français. Par ses auteurs, qui est Mr. Jack de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, mais d'un éditeur suisse, puisque c'est édité par Hurricane Games. Mr. Jack est encore édité aujourd'hui. C'est un excellent jeu à deux. De track un peu. De track, exactement. On va essayer de retrouver. Il y en a un qui va faire Mr. Jack. Qui essaye de s'enfuir. Et l'autre qui essaye de l'attraper. Exactement. Des super sensations de jeu. Ça fonctionne très bien. Voilà, là aussi, on comprend pourquoi c'est nommé. Tu veux en parler un petit peu ? En fait, je pense que ça fait partie des jeux à deux qui sont avant la grande hype des jeux à deux, qui s'est un peu développé et qui était un peu boudé pendant longtemps. Enfin, ça fait partie des jeux à deux assez emblématiques. Avec ce système de track, mais aussi de déduction, parce qu'on va, selon les tours, avoir des lumières qui s'éteignent, qui s'éteignent ou qui sont allumées, ce qui permettra d'identifier quel suspect potentiel cache Mr. Jack. Et puis, je pense aussi que le jeu a beaucoup marqué par ses illustrations, les illustrations de Pierrot, qui sont probablement son travail presque le plus connu en fait, parce que c'est vraiment, on identifie le jeu par ses auteurs, mais aussi par son illustrateur. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est assez marquant. Quand on voit la boîte ou quand on voit un des personnages, on sait que c'est... Voilà. Et puis en plus, c'est un jeu qui a eu plein de déclinaisons. Donc c'est aussi la preuve que c'est un jeu qui s'est inscrit dans la durée. Parce qu'il y a eu Pocket, je crois qu'il y a eu un New York. Il y a une version Pocket, une version New York, tout à fait. C'est aussi le fait d'avoir initié une sorte de... Alors, c'est peut-être pas le bon terme, une sorte de franchise, enfin en tout cas que c'est un jeu qui est connu, qui a des déclinaisons. Ça, c'est quand même la marque d'un jeu qui s'est vraiment installé dans le paysage ludique. Tout à fait. Le suivant, nommé à cet as d'or, c'était Ispahan de Sébastien Pochon et édité par Istari. Un excellent jeu là aussi. Extraordinaire. Alors moi je n'y avais pas joué, je n'avais joué qu'à l'espèce de réédition en version Roll & Write à l'époque de la folie des Roll & Write, qui reprend plein de choses d'Ispahan. Mais néanmoins, on est sur un Roll & Write et c'est pas tout à fait la même chose. Ispahan, c'est vraiment un des jeux emblématiques d'Istari, qui est quand même un éditeur absolument incroyable, qui a fait quasiment très peu de déchets dans les choix éditoriaux de Istari. Donc des jeux qui ont une grande profondeur, mais très épurés, toujours élégants. Là, on va avoir on a un rythme de jeu qui est assez intense en fait dans Ispahan. On va faire du draft 2D en réalité. Le but étant avec du draft 2D comme mécanique principale pour pouvoir se placer dans des zones et donc avoir une sorte de majorité. Plein de petites subtilités, mais qui ne sont pas apportés par des points de règle inutiles et lourds. En fait, tout s'imbrique parfaitement. C'est vraiment la grande marque des jeux Istari, c'est-à-dire cette élégance, cette épure, simple, avec des jeux malgré tout ultra profonds. Et mais qui alors je pense qu'on ne trouve qu'en occasion. Aujourd'hui, il n'est plus édité. Avec des, malheureusement, parce que je pense que là aussi, ça mériterait. Autant Corinthe était vraiment sympa. Je sais pas s'il a fonctionné ou pas commercialement. Il était au milieu de tous ces jeux de Roll & Write à l'époque, et donc je sais pas. Alors que je pense que tu vois, Ispahan, même s'il est plus édité aujourd'hui, c'est un jeu qui a marqué énormément les joueurs et joueuses, mais comme beaucoup de jeux Istari, de toute façon. Tout à fait. Et donc voilà, ça mériterait effectivement de revenir sur le marché, parce que il a une mécanique qui est assez peu utilisé. Le draft 2D, il y en a, mais pas de cette façon-là, de la même manière, pas de cette façon-là, parce qu'en fait on choisit nos dés après qu'ils aient été positionnés sur une piste
qui va définir où on pourra placer nos cubes en fait. Tu vois en fait qu'il y a quand même par exemple, je pense que Grand Austria Hotel a une petite filiation dans le draft 2D parce qu'aussi le nombre de dés indique la puissance, donc il y a des petites filiations. Mais c'est vrai que tous les jeux Istari, surtout les premiers, sont extraordinaires. Et ce qui est amusant aussi, c'est que c'est des jeux qui ne se jouent pas bien à deux. En fait, parce qu'il y a quand même, ce sont des jeux qui nécessitent souvent d'être 3-4 pour que ce soit une expérience pleine, quoi. Tout à fait. On continue ? Oui, on pourrait parler des jeux d'Istari encore si tu veux. Sais. Moi, mais je sais, c'est pour ça que... Je peux parler de Metropolis il faut passer à la ou suite. d'Assyria, l'amitié. Et donc, on continue avec Petit meurtre et faits divers de Hervé Marly, jeu qui est toujours édité parce que c'est un ovni. Il n'y a que lui qui fonctionne de cette façon-là. Enfin, je ne connais pas tous les jeux, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est un des seuls qui fonctionne de cette façon-là. Dans Petit meurtre et faits divers, l'idée, ça va être de réussir à rester caché parce qu'il y a évidemment un meurtrier et au milieu de plein de suspects. Et on a un côté improvisation en fait dans la façon de jouer, puisque un des joueurs va interroger les autres. Tous les joueurs doivent raconter leur histoire en plaçant 3 mots imposés. Ces 3 mots sont les mêmes pour tout le monde, sauf pour le coupable, qui a 3 mots différents. Et il y a 2 tours d'interrogatoire avec 3 mots distincts à chaque fois. Et à la fin, là où le truc rigolo arrive, c'est que la finalité n'est pas tant de trouver le coupable que pour tous les joueurs de voter et de savoir identifier si l'inspecteur va réussir à démasquer le coupable ou non. Parce que si on parie correctement, on marquera des points. Ça fait partie des jeux où je me suis tapé les plus grosses barres de rire. Parce que l'improvisation apporte tellement de trucs fous que c'est hilarant, quoi. Ouais, voilà. Après, toujours la difficulté, c'est qu'il faut des personnes qui soient à l'aise avec l'improvisation. En fait. Ouais. C'est la seule contrainte. Tout à fait. Parce que sinon, ça tombe vraiment. Placer 3 mots, si tu fais 3 phrases et que tu balances les 3 mots tout de suite, forcément, c'est assez compliqué. Mais après, c'est vrai que ça ressemble aussi un peu comme dans Link, où tu as cette histoire de mots qui ne sont connus que de l'un ou des autres, ou bien même dans le jeu de dessin, là où tu dois dessiner. Fake Artist, c'est ça ? On en avait parlé. Oui, Fake Artist. Tu as un peu ce feeling-là, en fait. Où effectivement, tout le monde connaît un mot et les autres, et l'autre en l'occurrence. Et ça veut dire aussi que la personne, elle peut, si elle arrive à identifier les mots, si elle arrive à les replacer, si tant est qu'elle ne soit pas interrogée la première. Voilà, exactement. Oui, bien sûr. Parce que si on est le coupable et qu'on est interrogé le premier, le contexte va nous aider et on a tout intérêt à broder un maximum pour essayer de placer plein de mots imaginables parce que on peut espérer tomber sur les mots qui ont été choisis. Et d'ailleurs, je trouve que la sélection des mots est incroyable parce que y a eu plusieurs situations où le coupable a été interrogé en premier et ça fonctionne quand même. Parce que du coup, quand on est inspecteur, on se dit mais merde, ce truc-là, je l'ai entendu, mais celui-là, je l'ai entendu que chez un seul. Mais du coup, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est l'autre ? Et ça pose vraiment des questions et c'est absolument excellent. On continue ? On continue. Et on continue avec le dernier des nommés de l'As d'Or, et c'est Les Piliers de la Terre de Michael Rieneck et Stéphane Stadler, et qui était édité par Philosophia. Il était édité jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas ou pas, mais je sais qu'il était encore trouvable il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'un jeu de placement d'ouvriers dans l'univers des Piliers de la Terre de Ken Follett. Voilà. Qui est un excellent jeu. Qui est très bien. Qui est très bien. Dans lequel là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se placer et ensuite on a une première phase où on récupère. En fait, c'est un jeu où on va devoir récupérer des ressources pour faire des échanges et gagner le plus de points de victoire en fait grâce à ces échanges. Donc on va se créer des petits moteurs en fait à points de victoire. Et la particularité, c'est qu'on va se placer et ensuite on résout les lieux. Donc c'est pas je me place, je résous l'action, c'est on se place tous. Et on résout tout dans un ordre particulier. Et on a ce système aussi pour se placer
un peu une sorte d'enchère inversée. Parce qu'on va, la première, pour se placer le premier, il faudra payer X. Et puis si on passe son tour, on va piocher dans un sac. Donc c'est complètement... là, il y a un peu d'aléatoire. On n'a pas de... Voilà, pareil, on n'est pas dans du pur contrôle. On va en piocher un deuxième et le joueur qui aura été pioché ou la joueuse en question, c'est sa couleur qui a été piochée, doit dire si elle se place pour la valeur d'en dessous et ainsi de suite. Ça, c'est un vrai apport dans le jeu. Oui. Parce que c'est le truc qui le différencie, en plus de la résolution... Oui, mais qui est plus classique, en fait. Plus classique. Parce qu'on pourrait dire c'est un peu comme dans Kaelus, où tu suis la route, en fait. Exactement. Voilà, Mais vraiment, ce système d'enchère un peu au départ fait que... tu peux, si tu as les moyens, décider de te placer en premier et de choisir l'emplacement, ou de laisser passer, et puis arrive ce qui arrivera, on verra bien. Tu géreras. Voilà. Mais en même temps, il y a suffisamment de zones de placement pour que tu puisses te dire à ce tour-là, c'est pas très grave, je vais plutôt faire ça. Et puis voilà, et avancer comme ça en fait dans le jeu, c'est vraiment très bien foutu. Ça c'est très malin, et c'est le premier, il y en a 3 dans le même, il y a un monde sans fin et puis une colonne de feu, et un monde sans fin qui est aussi introuvable, qui est lui alors encore meilleur que les piliers de la Terre, donc il y a vraiment un cran au-dessus. Parce qu'on peut avoir dans les piliers de la Terre, il y a des cartes événements qui peuvent être un peu méchantes. Dans un monde sans fin, c'est carrément très méchant pour les joueuses. Le jeu ne veut pas du bien aux joueuses. Ok. Et on a fini avec l'As d'or. Donc vous avez vu, il y a encore des jeux dispo, mais aussi pas mal qui n'existent plus, qui ont totalement disparu. On continue avec le Dice Tower. Oui. Et le gagnant, c'est un de tes petits chouchous. C'est Dominion de Donald X Vaccarino et édité par Rio Grande Games. Dominion, le jeu de deck building. Voilà, on va pas en reparler parce qu'on avait fait une émission consacrée deck building où on avait vu parler de l'histoire de Dominion et tout l'amour que j'ai pour ce jeu. Mais voilà, un excellent jeu, un jeu qui a toute sa place dans un prix. On le retrouvera l'année prochaine. Et on le retrouvera l'année en 2009. Exactement. Ouais, voilà, c'est un jeu extraordinaire. Pour le coup, qui a quasiment vraiment initié une nouvelle mécanique. Même si on sait qu'il y avait déjà une base de deck building dans un jeu précédent de Corey Konieczka, StarCraft The Board Game, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça le titre. C'est possible. J'arrive jamais à me... J'ai toujours un doute. Mais c'est quand même lui qui a vraiment fait du deck building ce qu'il est aujourd'hui, et c'est quand même une mécanique qui est énorme. Alors Dominion, il y a plein d'extensions, mais toutes les extensions ne sont pas trouvables. Non. Et parce que toutes les extensions ne sont pas... En plus, toutes les extensions n'ont pas été éditées en français. Ouais, c'est ça, n'ont pas été traduites, et toutes ne sont pas trouvables, même celles qui ont été éditées. Alors, je sais que là, ça revient un petit peu. Donc, on devrait retrouver un petit peu le jeu de base et quelques-unes de ces extensions. Mais c'est un jeu qui est assez compliqué au niveau de l'édition française. En tout cas, j'ai l'impression que... Mais il est encore là. Dans les nommés, il y a 4 nommés, 4 autres nommés au Dice Tower. 2 inédits. Le premier Pandemic de Matt Leacock, édité chez Z-Man Games, qui lui aussi est toujours édité. Oui. Enfin, lui, qui est édité, qui a créé, où on a carrément, ça donne lieu à des jeux qui reprennent le game system Pandémie. Donc voilà, c'est pareil, un peu comme ça a créé une forme de licence, je sais pas comment on pourrait qui a été déclinée en Legacy, avec des itérations, avec par exemple la version qui est la chute de Rome, ou avec le travail de Paolo Mori. Il y a celui qui est sur les problèmes de... il y en a plein. C'est sur les... je vais pas retrouver le terme, aux Pays-Bas, avec les polders. Oui, voilà, tu vois, quand tu luttes contre la montée des eaux. Oui, voilà, c'est ça, montée des eaux. Je crois que c'est ça le titre. Voilà, il y a eu plein de versions. Moi, j'avais pas un amour fou pour Pandémie, parce que j'ai vraiment un problème avec le thème. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vraiment, c'est un truc qui me stresse énormément. Et de fait, j'y joue pas beaucoup. On y a rejoué ensemble
nous avons gagné haut la main. Haut la main. Alors on a rejoué ensemble parce qu'on voulait vraiment rejouer à la version de base parce que du fait, j'ai joué au Legacy. Oui. Voilà, et bien sûr c'est la même façon de jouer, mais c'est pas la même sensation. Non, exactement. Les sensations sont c'est pas le même mécanique, mais ce n'est pas exactement la même sensation de fait du Legacy, puis que c'est pas un peu. Et ça m'a beaucoup plus plu que dans mon souvenir, même si c'est pas ma mécanique coop préférée. Voilà. Non, mais non, parce que tu as, comme tu peux communiquer, tu as quand même un fort effet leader. Potentiellement, qui est possible. Et j'ai vécu des parties, enfin, alors pas moi, mais je pense que j'ai contribué au problème. Et j'ai un copain qui s'est retrouvé parce qu'il avait un rôle hyper important et qu'il n'a pas vraiment leadé les parties et qui s'est retrouvé à ah bah toi tu feras ci et tu feras ça. Et en fait, il se pliait à ce qui était dit autour de la table et finalement il a pas joué sa partie, il a subi ce que les autres lui disaient de faire. Bah, c'est toujours la petite difficulté avec les jeux coop où il n'y a pas de façon comme dans le Seigneur des Anneaux de Knidia où tu ne peux pas avoir vraiment d'effet leader. Le jeu est designé. Là, c'est vrai que dans Pandémie, tu as ce côté-là. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux y jouer avec des personnes avec qui on sait que ça va matcher parce qu'en fait, c'est vraiment une question d'alchimie, en fait, ce genre de jeu coop. Moi, ça m'a, tu vois, d'y rejouer au jeu d'origine avec toi, ça m'a donné un meilleur souvenir. Enfin, ça a effacé un peu le mauvais souvenir mon précédent souvenir où j'avais un peu ce sentiment-là. Et puis, le thème ne change pas, mais ça, voilà, on fait avec. Hein. Mais voilà. Du coup, nous avons là un jeu nommé, puis un jeu qui fait partie des jeux qu'on aussi avec le Seigneur des Anneaux dont on parlait, qui sont dans les jeux qui ont fondé le coop. Enfin, ça a construit effectivement, ça a construit un peu la mécanique, enfin pas la mécanique du coop, mais et l'attrait de voir en quoi le coop pouvait être un jeu tout à fait, même si on n'était pas en compétition avec les autres, pouvait apporter autant de sensations fortes et d'émotions que... et de la stratégie, etc. Et la concertation, etc. Deux autres nommés, Agricola et l'Âge de Pierre, dont on a déjà parlé. Alors, l'Âge de Pierre, on en a parlé, mais Agricola, on n'en a pas Agricola, on en a pas parlé. Des meilleurs jeux du monde, clairement, on peut le dire. Uwe Rosenberg. Je me demande si dans sa ludographie, parce qu'au début il avait fait des jeux plus légers, je me demande si c'est pas son premier gros jeu. J'ai un doute sur le séquencement, parce que je pense à d'autres jeux mais qui sont sortis après. Donc Agricola, c'est le placement d'ouvrier. Pour moi, c'est le placement d'ouvrier. C'est la quintessence. Il va apporter beaucoup de choses par rapport à Kaelus. D'abord, c'est je me place, je fais l'action tout de suite. Il va apporter le fait de devoir nourrir ses ouvriers. Il va apporter un peu d'aléatoire parce qu'en fait, on révèle les zones les unes après les autres. Et puis, on va voir ces extraordinaires cartes de savoir-faire qui sont toutes particulières avec des effets très forts. Et puis, on est obligé de faire de tout parce que sinon, on aura des points négatifs. La mécanique et la thématique sont parfaitement sont très bien en adéquation. C'est un jeu qui a absolument pas vieilli, qui est totalement parfait. Je trouve que la version famille qui est proposée parfois pour s'initier est moins bien que la version experte parce qu'en fait, comme t'as pas les cartes, tu as tendance à faire, tout le monde a un peu tendance à faire la même chose et de fait on se bloque beaucoup plus. Ça peut être beaucoup plus dur justement pour des personnes qui découvriraient le jeu. C'est un jeu exigeant, mais c'est un jeu où tu as beaucoup de moments de frustration, mais la bonne frustration, tu as le choix entre faire deux super trucs et il faut juste que tu réfléchisses lequel est vraiment indispensable de le faire maintenant. Et c'est pas de la frustration où j'ai le choix entre deux trucs de merde et je choisis par défaut parce que non, c'est un jeu quasi parfait en fait, vraiment. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de placements d'ouvriers qui a fait mieux que Agricola. Voilà. Non, mais je le trouve je le trouve supérieur à Kaelus. Tu vois, Kaelus est un peu plus vieilli. Agricola, il est. D'accord. Vous pouvez y jouer et à la limite, s'il devait rester qu'un seul placement d'ouvrier, gardons celui-là, hein, franchement. Non, mais c'est vrai, Très bien. Je plaisante à peine. Parfait. Voilà. Donc, je le disais, on a parlé de l'Âge de Pierre. Oui. Et le dernier est un jeu qui n'est plus trouvable aujourd'hui, mais qui a eu sa réédition dans un autre univers, et c'est Battlestar Galactica. Battlestar Galactica qui est
hyper connu dans le monde ludique. Moi, j'étais pas un énorme fan de la licence, donc je déteste la série. Je n'ai pas du tout. Le jeu m'intéressait pas du tout à l'époque parce que la licence me plaisait pas. Et il s'avère que j'ai loupé quelque chose. Oui. Mais donc, du coup, le jeu a été réédité. Dans l'univers de Cthulhu. Dans l'univers de Cthulhu. Enfin, du mythe de Cthulhu, ouais, c'est ça. Un jeu qui s'appelle L'Insondable, qui lui est encore trouvable parce que BSG ne l'est plus du tout. Ouais. Et même il est trouvable en occasion très cher en général. Oui. Je pense que dans les jeux à rôle caché, c'est un jeu qui est culte. Parce qu'on va avoir en fait, c'est un semi-coop, c'est-à-dire qu'on a ceux qui essayent de rejoindre Cobol et de faire des sauts, sauf que parmi eux, il y en a certains des joueurs et joueuses peuvent être des Cylons, donc des traîtres, et en plus en cours de partie, on peut devenir traître. On peut pas redevenir gentil. On peut commencer en étant, un personnage normal entre guillemets et devenir traître en cours de partie. Et en fait, à son tour de jeu, on doit jouer certaines cartes. Et bien évidemment, parfois, on ne peut pas jouer les cartes alors qu'on aimerait bien. Et puis, ceux qui sont si longs vont essayer de faire en sorte de saboter les tours de jeu. Mais il ne faut pas non plus qu'ils se fassent trop vite démasquer. Alors après, ils peuvent se révéler tout. Alors, on peut se révéler. Alors, on peut se révéler parce qu'en fait, on a des nouvelles actions qui s'offrent à nous quand on se révèle. Dans la version L'Insondable, effectivement, on peut se révéler. Je pense que c'était le cas aussi dans Battlestar Galactica. Et effectivement, ça ouvre d'autres actions possibles. Mais... comme on est démasqué, on a aussi des ennuis plus importants. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un jeu... C'est vrai que la série... Bon, moi, j'avais commencé à regarder parce que il y a plusieurs versions de la série Battlestar Galactica, donc celle-là en particulier, moi, j'avais commencé à regarder et j'avais pas du tout aimé. Et il y a des personnes qui disent qu'on peut pas aimer le jeu, apprécier le jeu si on n'aime pas la série. Pas vrai du tout, parce que moi, j'ai vraiment pas aimé la série. J'ai arrêté en cours de visionnage. J'aime beaucoup le jeu. Et je le trouve... thématiquement même mieux que mon expérience de L'Insondable, tu vois, alors que j'adore pourtant le mythe de Cthulhu. Je trouve que ça cadre tout à fait en fait. Il y a vraiment un bon cadrage et je pense que c'est quand même un jeu qui a inspiré beaucoup de jeux à rôle caché après, et notamment un dont j'ai pas mal parlé récemment qui est Stationfall, où on a ce même côté d'avancer. Enfin là il n'y a pas des histoires de traître ou pas. C'est juste qu'on va incarner un personnage, personne ne sait qui on incarne, on a tous des agences à secret pour gagner. À un moment, on va pouvoir se révéler, et si on se révèle, ça nous donne des avantages et des inconvénients. Donc c'est vrai que je pense que c'est un jeu qui a énormément eu d'inspiration, quoi. Et qui a une grosse base de fans encore aujourd'hui. Oui, carrément. Voilà, il n'est plus édité, mais il a une grosse fanbase, comme on dit actuellement. Tout à fait. Et voilà, on a fait le tour de ces 3 prix. On a pu constater qu'il y a beaucoup de jeux qui ont disparu. Je sais pas, on aurait dû faire un petit stat, je sais pas combien. C'est vrai, non, on n'a pas fait. On pourra le faire pour la prochaine. Mais il y a pas mal de jeux qui ont disparu, quelques-uns qui ont été réédités sous d'autres noms. On a surtout constaté que la plupart, que peu importe le prix, en fait, les jeux disparaissent parce que... j'ai pas poussé l'analyse parce que j'ai pas tous les chiffres, j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire, mais on peut presque distinguer les jeux qui ne sont plus édités mais qui sont toujours connus. Tu vois, et qui ont une aura, comme Battlestar, voilà par exemple, et puis ceux qui sont vraiment oubliés. Je pensais tu vois, les pêcheurs de trésors, j'avoue que le nom malgré les auteurs qui peuvent être les plus connus du monde, et voilà, et donc c'est pas, donc il y a vraiment des jeux il y a des jeux qui passent carrément dans l'oubli, et il y en a d'autres c'est parce qu'ils sont plus édités, c'est un choix commercial de ne plus les éditer, mais ils vont rester en tout cas dans le cœur et dans l'imaginaire des joueurs et joueuses des jeux importants. Oui, parce que après, si on voit L'Insondable, c'est un jeu cher, on est sur du gros jeu qui dure longtemps, avec qui s'adresse à un public particulier. Donc nécessairement, je peux imaginer qu'un éditeur dise là stop, on a vendu notre stock, on s'arrête là, ça coûte cher à fabriquer. Puis tu devais payer la licence aussi, peut-être que la licence de Cthulhu elle est dans le domaine public. Oui, maintenant c'est le domaine public, donc c'est plus facile. Peut-être qu'il y a ça aussi, il y a ces impératifs. Très possible. Mais voilà, donc merci encore. Mais jouez à Agricola surtout. Jouez à tout ce que vous voulez. Jouez à tout ce que vous voulez, mais jouez à Agricola quand même.
Mais vous voyez, voilà, on a 3 prix différents qui ont nommé des jeux différents, parfois similaires, et il en reste une part, parfois infime, parfois plus importante. Mais on aura fait le tour de cette année 2008 avec ces 3 prix. On se retrouve en 2009. On se retrouve en 2009. Merci Paul Gara. Merci Rémi. À bientôt. À bientôt, salut.